Bonsoir. Je vous propose qu'on démarre notre conseil municipal. Alors, en pouvoir, j'en ai un seul, c'est Olivier Denet pour Vincent Rouel. Secrétaire de séance, Monsieur Paul-André Herouet. Alors, avant qu'on démarre sur la médiathèque, on va faire les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? D'accord. Alors, donc je vous propose de démarrer sur la médiathèque et avant de démarrer, je souhaitais vous présenter Baladine Klaus. Bonsoir. Qui est là, donc, qui va remplacer Damien Grelier en tant que directeur de la bibliothèque et après future directrice de la médiathèque. Elle va arriver parmi nous le 11 mars. Tout à fait. Et ben, je vous laisse vous présenter 2 petites minutes, allez-y. Hein. Donc je suis Baladine Klaus et actuellement je suis la directrice du réseau des bibliothèques municipales d'Orvaux. J'ai eu la chance de participer à la création de la médiathèque d'Orvaux et avant cela à la création de la médiathèque de Cambon. Et donc voilà, ça va être un 3e projet parmi vous et j'en suis vraiment très heureuse. Voilà. Merci Baladine. Alors, avant de laisser la parole donc, au groupement qui a été retenu pour la médiathèque, c'est le groupement Tétrac Bouygues. Je fais une petite introduction et ensuite on vous laisse la parole. Donc, je souhaitais revenir sur les différentes étapes, évidemment, qui ont démarré dès 2016. Avec les habitants, donc évidemment dès mars, dès que Baladine sera arrivée parmi nous, elle reviendra évidemment vers le panel citoyen. Je souhaite remercier encore tout ce panel pour leur mobilisation. Ils seront bien sûr à nouveau concertés pour travailler sur l'aménagement intérieur de la médiathèque et sur le mobilier. Alors, après 2016, dès 2017, l'atelier du lieu a mené une grande concertation donc, avec les habitants, une 30aine de personnes, pour imaginer et rêver la médiathèque des Sorinières. En même temps, on a créé le comité de pilotage, donc, qui bien sûr avec des élus des 3 groupes du conseil municipal, avec la DRAC. Donc la DRAC, c'est l'État, je vous rappelle, la Direction régionale des affaires culturelles, qui financera la moitié donc, de la médiathèque, mais aussi des membres de la BDLA, donc ça c'est le département, la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique, le réseau de lecture publique, là c'est plus à l'échelle de notre métropole, et bien sûr les bénévoles de la bibliothèque. En 2018, donc, on recrute Damien Grelier pour pouvoir travailler notamment le projet culturel qu'on a adopté en septembre 2018, ici même en conseil municipal. Après des allers-retours évidents avec les habitants du panel, avec des visites, ils ont visité avec les élus des bibliothèques, des médiathèques, un atelier biblio-remix. Avec bien sûr des allers-retours aussi avec les élus lors des comités de pilotage, avec les services, les différents services de la ville, puisqu'on voit bien que cette médiathèque va intéresser tous les services de la commune, autour du social, de l'enfance-jeunesse, tous les services techniques, espaces verts et j'en passe. On a ensuite élaboré le programme technique qui est basé sur le cahier des charges. En lien, évidemment, il retrace ce cahier technique, tout le projet culturel. En novembre 2010, de novembre à 2018 à avril 2019, on a donc travaillé sur ce dossier technique et sur ce cahier des charges avec des ateliers participatifs, avec le panel citoyen, mais aussi de nouveaux habitants qui sont arrivés et qui se sont mis dans ce panel, les bénévoles de la bibliothèque. Ce programme a été validé par le comité de pilotage en avril 2019. Et finalement, en 2019, ces 3 sélections d'architectes avec différents projets qui ont été proposés. On en a eu une dizaine, donc c'est seulement 3 qui ont été retenus.
La sélection a été présentée en comité de pilotage en octobre 2019 et bien sûr avec l'information de la suite de la procédure pour le jury final. Le jury final qui a eu lieu, lui, en ce début d'année, le 16 janvier. Donc dans le jury, on avait un cadre légal qui devait être respecté. Donc il y avait évidemment moi pour représenter la commune, la DRAC, donc évidemment, bien sûr, ils faisaient partie de ce jury puisqu'ils vont financer plus de 50% donc des 3 millions d'euros hors taxe de la médiathèque. Il y avait Nantes Métropole Aménagement, puisque c'est l'aménageur de l'îlot Sanglerie. Nantes Métropole Habitat, pour ce qui est des logements sociaux qui sont au-dessus de la médiathèque. Et 2 architectes conseils, dont l'atelier du lieu. À l'unanimité, c'est donc le groupement Tétrac Bouygues qui a été sélectionné. Ce même projet a été donc présenté en comité de pilotage le 28 janvier dernier. Et les habitants ont pu déjà commencer à voir ce projet dans le Sorinière Info de février. Les 2 prochains mois vont nous permettre de continuer à parler, discuter, modifier et améliorer le projet en attente et suivant les attentes et les besoins évidemment des élus et des habitants. Je souhaite remercier Tétrac Bouygues. Déjà, je les remercie pour avoir déjà commencé à revoir le projet. Selon les retours qu'il y a eu du comité de pilotage, retour, je le dis parce que c'est important, exclusivement de la majorité, puisqu'on avait une équipe qui n'était pas là et une autre équipe qui n'a rien dit, comme ça. Donc, sur le principe, je considère que c'est de bon augure pour la suite. La suite, c'est quoi? C'est un dépôt de PC en mai 2020, un début de travaux en début 2021 et l'ouverture prévue, toujours maintenue, septembre 2022. Donc, évidemment, on est fiers de ce beau projet, de cette belle médiathèque qui aura des vertus environnementales remarquables, des logements sociaux de qualité, une terrasse végétalisée sur toute la médiathèque, de beaux jardins en lien direct avec la médiathèque, un projet original et cher aux habitants. L'équipe majoritaire est donc fière de ce beau projet du mandat. Merci, je vous laisse la main. Bonjour à tous, Romain Catalois, architecte urbaniste. C'est ce que j'ai proposé. C'est le Pitra de Urbain. Bonjour à tous. Romain Catalois, architecte urbaniste à l'agence Tétrac à Nantes, accompagné de Fabien Bézanger pour Bouygues Bâtiment. Bouygues Bâtiment qui est le mandateur du groupement, et donc moi je suis mandataire de la partie maîtrise d'œuvre qui a travaillé sur ce sujet de médiathèque. Donc déjà je voulais faire un petit focus sur le travail qui a été mené en amont. C'est rare pour ce genre de projet de recevoir des programmes aussi fournis et de qualité. Et il nous a tenu à cœur de poursuivre tout le travail de concertation qui a démarré en 2017. Tout le travail également d'études urbaines qui a été mené par Nolwenn Dulieu et l'atelier Dulieu notamment. Et également tous ceux qui sont intervenus sur le programme avec Nantes Métropole Aménagement, Nantes Métropole Habitat. Et Damien Grelier également qui a fourni des éléments très importants et très enrichis pour le programme d'une médiathèque qui est d'une surface de 1000 m², donc c'est pas non plus un équipement très grand, mais je pense qu'il est de la bonne échelle par rapport à la ville des Sorinières. Donc ici, sur le slide présent, en fait, j'ai repris justement tous les éléments qu'on a reçus du programme pour essayer de vous montrer le processus sur lequel on s'est appuyé pour réaliser le projet. Donc toute la première série de slides, ça va être de vous expliquer finalement comment on a pris en compte les différentes demandes, les différents souhaits, et comment on a appréhendé aussi l'intégration de notre projet sur le site de la Sanglerie.
Donc tout d'abord, c'est le parti urbain et le site dans lequel on s'insère. Donc c'est un site très mixte, donc avec de l'habitat plutôt bas, des équipements avec des écoles. Forcément, on est face au cimetière. Il y a un commerce qui est pas très loin. Il y a la Maison Bleue, il y a l'EHPAD. Enfin, c'est un mélange d'énormément de choses. Et donc, dans ce tissu très mixte, il fallait venir implanter la médiathèque, surmontée par des logements sociaux. Donc, le point important du projet, c'est de venir s'appuyer sur le parvis. Pour nous, c'était très important d'ouvrir plutôt la médiathèque sur le parvis et de se mettre un petit peu à l'abri de la circulation de la rue des Écoles. Donc, on s'est vraiment appuyé sur ce parvis et qui permettait aussi de créer une façade sud pour l'entrée à la médiathèque. Côté rue des Écoles, on est sur un alignement strict qui était demandé par la fiche de l'eau. Donc on est resté sur un alignement sur la rue très linéaire, plutôt minéral, assez classique. Après, on verra au niveau de l'image, on a souhaité travailler un projet contemporain tout en restant dans des matériaux et des lignes très sobres. Et ce qu'on voit ici, c'est le souhait qu'on voulait pour la médiathèque, c'était de s'ouvrir finalement sur la façade ouest, qui nous semblait la plus intéressante, parce qu'on s'ouvre ici sur le cœur d'îlot, donc c'est le poumon vert de l'îlot Sanglerie, qui est le parc de l'EHPAD. Donc on va s'ouvrir ici pour l'ensemble de la médiathèque, avec une vue sur le paysage, et en ayant traité une façade très ouverte. Donc voilà volumétriquement le projet. Donc ce qui est bleu, c'est les logements, et ce qui est un petit peu rosé, c'est la médiathèque. Donc la médiathèque prend quasiment la totalité du rez-de-chaussée, et la petite partie bleue du rez-de-chaussée, c'est juste le hall d'accueil des logements. Donc on voulait vraiment le concentrer au maximum pour pouvoir déployer la médiathèque au mieux sur la parcelle. Et par rapport à la forme qui est côté ouest, donc on est venu creuser pour essayer de ménager quelques arbres existants, parce que c'est un site qui est très arboré aujourd'hui, et donc on va en supprimer parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont en alignement et qui sont arrivés à terme, enfin en tout cas à grande maturité. Ils sont même en train de dégrader le trottoir, donc de toute façon ces arbres-là sont supprimés, mais il nous tenait à cœur d'essayer par une étude phytosanitaire de conserver les arbres les plus intéressants. Et donc, ça va nous permettre d'ouvrir une médiathèque, un équipement avec des arbres déjà matures, et donc qui vont pouvoir permettre de donner aussi une qualité au jardin. Donc, pour les logements, quelque chose de très simple. En fait, je vous parlais d'une volumétrie très, très sobre et contemporaine. Donc, c'est un parallépipède rectangle qui vient se poser sur la médiathèque, avec une circulation verticale de deux niveaux. En fait, ce qui nous semblait important aux Sorinières, c'était de ne surtout pas monter en R+3, mais de desservir les 20 logements en R+1 et R+2. Donc on a 10 logements accessibles en R+1 et 10 logements en R+2. Et avec les 3 petits volumes qu'on voit sur les toits, donc c'est des attiques qui ont été mis en retrait de la façade sur rue pour ne pas du tout percevoir ce R+3 et créer sur les grands logements de cet étage des duplex. Aux Sorinières, enfin, tout le monde qui habite à Nantes sait qu'aux Sorinières, on va habiter en maison. Donc voilà, c'était aussi pour les grands logements, les T4 et les T5, pouvoir offrir aux habitants plutôt une ambiance de maisonnée sur les toits, plus que un grand logement de plein pied. Tous les logements ont des accès sur des espaces extérieurs privatifs, avec 2 logiques qui sont les mêmes que sur la médiathèque, avec des choses plus intimes et traitées en loggia côté rue. Et contrairement à cette intimité qu'on souhaitait sur la rue, des terrasses plutôt ouvertes côté jardin. Donc voilà la répartition des logements avec des T2 et des T3 au R+1 et quelques T2 et les grands logements, donc des T4 et des T5 au deuxième niveau. Si on revient au rez-de-chaussée, donc pour la médiathèque, il y a 3 éléments importants qui sont
qui sont à implanter sur cette médiathèque. Et donc le volume qu'on a proposé, en tout cas l'implantation qu'on souhaitait, finalement était une réponse à la lecture du site. Et donc avec un premier espace qui est celui de l'accueil, donc qui est en lien avec le parvis. Un deuxième, je vais vous montrer. Hop. Donc tout cet élément rose plus clair ici, c'est ce qu'on va appeler le troisième lieu. Donc l'idée c'est de faire rentrer donc tous les publics de la médiathèque, mais également vouloir inviter des publics qui ne sont pas forcément habitués à utiliser la bibliothèque actuelle. Et donc c'est un troisième lieu sur lequel on va pouvoir trouver une salle de spectacle, un accueil avec un kiosque, avec des éléments d'accueil. Des gens pourront venir prendre un thé ou un café, venir travailler dans un hall d'accueil. Et ce troisième lieu va permettre de pouvoir franchir le pas pour certaines personnes pour aller justement dans le plateau, qui est la partie qui est totalement ouverte, plein ouest, donc ouverte sur le parc. La partie qui est un petit peu plus en intérieur, c'est la zone qui est un peu plus technique et qui est prévue pour... c'est la zone pour le personnel de la médiathèque. Donc voilà en schéma tout ce que je vous ai raconté, avec surtout donc, le lien très fort qu'on souhaitait avec l'îlot vert, le poumon vert de cet îlot Sanglerie, qui est très important et autour duquel on voulait que la médiathèque dialogue. Donc voilà, l'intégralité du projet en volume, avec une insertion ici en image. Donc voilà, donc l'idée c'est de retrouver un socle qui a une identité forte pour que justement les habitants des Sorinières se l'approprient bien et sachent bien où se retrouve l'équipement de la médiathèque. Donc un socle bien défini et des logements très simples qui viennent se poser pour ne pas venir justement perturber la lecture de l'équipement. Donc voilà le plan du rez-de-chaussée. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des sujets. Et donc voilà, c'est une... Je vais avancer trop vite. Donc une partie stationnement ici qu'on retrouve au nord de la parcelle, avec une partie des stationnements qui est cachée sous le bâtiment des logements, et seulement 10 places qui seront en aérienne, mais recouverts par un tapis végétal, pour que les logements qui surplombent finalement l'équipement de la médiathèque et une partie du parking soient toujours avec une vue sur du végétal. Donc le végétal qui surplombe le parking, la toiture de la médiathèque qui est traitée en végétal, puis ensuite la perspective sur le parc de l'EHPAD. Donc bon, c'est des schémas assez techniques de plans qui vont certes évoluer. Maintenant, l'important pour l'accès au logement, ce qui nous semblait important d'expliquer ici, c'est plutôt que donc on a travaillé pour que les 20 logements soient accessibles en R+1 et R+2. Donc on voulait à tout prix éviter de monter trop haut et d'avoir des accès au logement en R+3, ce qui nous permet de mettre en avant la mobilité et dès le hall, avoir un accès sur un escalier totalement ouvert et qui sera éclairé également zénitalement, pour inviter les gens à privilégier cet escalier. Et ensuite, on a un ascenseur qui est positionné un petit peu plus loin, un petit peu plus reculé, mais qui est tout de même au cœur du projet, parce que sur ce projet-là, on a également des logements qui seront dédiés aux seniors. Donc voilà les plans plus particulièrement du R+1, donc avec les 5T2, 5T3. Ce qui est important de retenir ici, c'est surtout la simplicité des plans et bien évidemment la prise en compte de l'accessibilité PMR sur l'ensemble des logements. Donc voilà, donc ce qu'on voit, c'est en effet
les espaces extérieurs qui sont traités plutôt en loggia côté rue, et donc les terrasses qui s'ouvrent sur le paysage côté ouest. Donc ensuite on arrive aux attiques, et donc là il y a une réflexion en cours, ou en tout cas il y a une réflexion qui va être menée pendant nos études, à savoir comment on va quels usages on va donner à cette toiture du R+2 et peut-être même les petites toitures du R+3, à savoir de peut-être travailler sur de l'énergie renouvelable qu'on va pouvoir compléter sur notre projet. De savoir aussi si on offre des 5 terrasses privatives pour les 5 grands logements, ou est-ce qu'on essaye de traiter une terrasse plus commune qui pourrait être accessible pour l'ensemble des habitants de l'immeuble. Donc ça, c'est des études qui sont en cours et qui seront proposées très prochainement. Donc les différents logements, ça je ne vais pas revenir dessus, c'est les T2, les T3, c'est des plans très, très simples, avec toujours une importance donnée aux ouvertures, avec des perspectives qui sont à privilégier sur ce parallépipède qui s'ouvre soit à l'est, soit à l'ouest. Et l'important, c'est justement, on avait possibilité d'ouvrir forcément au plein sud également, et également au nord. Donc on est sur un parallépipède rectangle qui n'offre pas de pignon aveugle, et on a vraiment des ouvertures sur l'intégralité du projet. Donc voilà l'image qui est proposée du projet, où on retrouve un socle plutôt traité en couleur Corten. Ce sera pas du métal Corten, mais c'est une couleur Corten, parce qu'on sera en béton brut, lasuré, pour une pérennité extrême de la médiathèque, et pour qu'il n'y ait pas de dégradation possible de la médiathèque sur des matériaux pérennes, comme je le dis. Ensuite, il y a cette signalétique sur l'angle et sur la façade est, pour que dès la rue des Écoles, il y ait cette perception très, très importante de ce lieu. Et donc ça, c'est également un travail qui est en cours. Donc on était sur une signalétique beaucoup plus discrète au concours. Là, c'est une proposition, déjà une première proposition d'agrandir cette signalétique, et de peut-être, parce qu'il y a un souhait aussi de Nantes Métropole Aménagement de travailler sur le mobilier, parce que le mobilier de la médiathèque est une chose qui va être sur un autre marché. Et il y a également un élément important du 3e lieu qui va être traité par un artiste, avec le 1% artistique. Donc voilà, il y aura également des allers-retours entre nous et cet artiste, et peut-être que la signalétique sur l'angle pourra être un sujet également traité. Et on retrouve en R+1, R+2, donc un volume dédié au logement, très sobre, très contemporain, et avec la vision très partielle d'un des attiques sur le parvis, donc ce qui permettait de donner une importance à cet angle urbain, qui était une demande forte de l'atelier Ruelle. Et ensuite, les 2 autres attiques ne seront pas du tout visibles depuis la rue. Donc voilà une vue en fin de journée, voilà, pour dire aussi qu'on souhaite travailler également l'esthétique de notre projet au niveau de l'éclairage urbain et de la mise en lumière du projet. Et ce signal, en fait, est important également à donner. Donc voilà un petit zoom sur l'entrée de la médiathèque, donc avec une transparence très importante donnée entre le parvis et ce 3e lieu, pour justement, comme je disais tout à l'heure, vraiment inviter le public à entrer dans l'équipement. Donc ça, c'est un extrait du programme, avec toute la complexité qui était demandée sur les interactions entre les différents espaces. Donc voilà, on s'est vraiment attelé à y répondre. Et tout ce travail-là, finalement, c'était respecter la concertation et tous les ateliers qui ont été mis en place précédemment. Donc on s'est vraiment attelé à s'y tenir, en tout cas. Je ne sais pas combien de temps il reste. Bon, donc là, il y a quelques slides pour vous expliquer rapidement le fonctionnement interne de la médiathèque. Donc le 3e lieu, c'est tout l'espace qui est ici en couleur.
Et c'est sur cet espace-là où va s'ouvrir finalement, c'est le côté 21e siècle des médiathèques, c'est-à-dire que c'est vraiment le côté contemporain qu'on peut donner aux médiathèques aujourd'hui, et c'est comment inviter tous les publics à participer et à rentrer dans ces lieux qui sont souvent ressentis comme étant des lieux très portés sur le livre, sur la connaissance, alors qu'aujourd'hui c'est bien plus que ça. Donc il y a l'espace de diffusion, qui est une salle avec une jauge importante, qui fait 90 mètres carrés, donc c'est aussi intéressant pour la ville des Sorinières, parce que je crois que c'était un manque, parce qu'il y a il y a une salle plus grande, mais voilà, ça c'était une jauge qui était importante, et c'est pour ça aussi que tout ce qui est en couleur ici sur cette slide, c'est des éléments qui pourront être ouverts également à un autre public à des heures de fermeture de la médiathèque. Donc on l'a vraiment traité pour que toutes les fonctionnalités puissent marcher sans le reste du programme. Donc l'espace de diffusion, c'est un espace qui est très légèrement enterré par rapport au zéro. Donc il y a une rampe qui permet de descendre, et ce qui permet d'avoir un espace plus important que les 3,50 m qu'on retrouve dans la médiathèque, ce qui permet d'avoir plus de spectacles possibles et de pouvoir aussi intégrer un gradin mobile comme on le voit sur l'image. Donc voilà en plan, donc l'idée c'est d'intégrer une rampe le long de la façade. Donc de l'espace de convivialité, on descend légèrement de 50 cm dans l'espace de diffusion. Et voilà, il y a un espace plus technique à l'arrière avec les loges, le stockage qui donne directement sur la scène. Il y a également, donc c'est un espace sur lequel on doit pouvoir faire le noir, donc c'est quelque chose qui est plutôt fermé. Ça nous permettait aussi de traiter la signalétique côté rue des Écoles. Par contre, on a intégré également des ouvrants très larges pour permettre sur certains spectacles de pouvoir rester ouverts et de donner à voir finalement sur le parvis qu'il se passe quelque chose et donner envie aux gens de rentrer une fois de plus dans l'équipement. Donc l'accueil. Donc c'est sur cet espace-là où on retrouvera énormément de points où pouvoir venir travailler, venir passer un petit moment sans pour autant vouloir rentrer dans le plateau. Il y aura un atelier qui est accessible également par un public autre que pour la médiathèque, et un espace de travail. Ensuite, il y a la zone dédiée au personnel, donc qui est accessible directement depuis un petit porche qui est ménagé sur la rue des Écoles, avec 3 accès. Donc il y a un accès qui est sur l'espace public, il y a un accès possible vers le plateau, donc ici vers la rue des Écoles, ici vers le plateau, et également à travers l'espace de diffusion pouvoir venir et accéder au hall. Donc c'était quelque chose d'important du programme, de pouvoir minimiser aussi les distances parcourues par le personnel et pouvoir être tout de suite au cœur du plateau ou de l'accueil. Donc forcément le projet est travaillé et sculpté pour que l'ensemble des locaux nobles bénéficient d'une façade et donc de lumière naturelle. Donc là, il y a les bureaux sur lesquels le personnel travaillera, qui s'ouvrira sur un petit patio qui sera au cœur du programme, donc ce qui permettra d'offrir une terrasse à l'abri aussi de la vie de la médiathèque. Donc pour le plateau, on le verra sur l'image un petit peu plus loin, mais c'est un espace qui est totalement ouvert. En fait, on voulait que dès l'accueil, on ait une vision sur l'ensemble du plateau, sur une signalétique claire et qui permette de se retrouver très facilement sur cet espace, avec donc plutôt en fond des alcôves, donc plutôt des espaces qui sont les espaces des tout petits avec le nid ici, des choses sur les tout petits, sur les jeux,
toutes les zones qui sont finalement un peu plus bruyantes que les espaces de lecture, on les a positionnées dans ces espaces-là, avec énormément de matériaux absorbants pour avoir des zones plus feutrées. Ensuite, il y a cette artère rouge qu'on voit, donc c'est vraiment une grande circulation qui permet de longer tous les espaces. Et enfin, toute la zone de lecture et de rayonnage qui se retrouve proche des façades vitrées et vraiment ouverte et totalement transparente sur le parc, comme le montre cette image. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance qui va être également à travailler par la suite des études, parce que, comme je vous disais, le mobilier va jouer un rôle important sur l'ambiance de cet espace. Donc nous, on l'a créé pour créer ce qu'on souhaitait, des alcôves plutôt feutrées à droite de l'image et une ouverture très, très large vers le parc à gauche. Et ensuite, on travaillera toute la partie mobilier et la signalétique pour offrir, j'espère, à terme, cette image précise. Donc on voit, il y a des parois vitrées par endroits qui permettent sur l'espace image et son qui est derrière la paroi vitrée, d'avoir des zones un peu plus bruyantes que sur un espace ici de lecture. Enfin, tout va être à travailler au niveau de ces espaces pour que justement l'isolation phonique, pour que tout soit vraiment étudié. Pour l'instant, donc tout ça est issu du travail fourni au programme, et aujourd'hui on va travailler avec la nouvelle directrice de la médiathèque pour parfaire tous ces éléments. Donc un petit focus sur la partie énergie. Donc un point important sur cette médiathèque qu'on souhaitait vraiment très ouverte sur la façade ouest, sur le parc. Donc on a travaillé dès le concours sur une STD, donc c'est une étude qui permet de vérifier qu'on ait un bon confort d'été, parce que c'est ce qui pêche souvent dans les médiathèques, c'est on a des médiathèques très confortables l'hiver et en mi-saison. Par contre, souvent l'été on surchauffe un peu. Donc là, l'intérêt, c'était de prendre en compte justement les arbres qu'on essayait de conserver sur le site pour les rentrer dans le calcul de la STD. Et le projet a été travaillé pour justement avoir ce bon confort d'été. Donc c'était un point qui a été travaillé en cours des ateliers, et entre autres avec Damien Grelier, à qui il tenait beaucoup à ce sujet-là. Donc c'est la petite image qui est ici en bas. Donc ça, c'est issu de calculs qui nous permettent de voir exactement, de dimensionner les vitrages, de dimensionner les brises soleil, savoir exactement à quels endroits il faut les mettre. On va travailler également avec de la surventilation nocturne, donc différentes choses. Et ensuite, sur le petit schéma du haut, par exemple, donc voilà, on va travailler sur la médiathèque avec des panneaux rayonnants à eau chaude, donc qui seront dans les faux plafonds, et ça permet d'avoir une meilleure chaleur également l'hiver, et ça permet aussi de pouvoir travailler le rayonnage et le mobilier sans avoir de problématiques de radiateurs qui gênent souvent l'implantation du mobilier. Donc il y a eu tout un travail également sur le paysage, forcément. Alors la médiathèque, elle prend quasiment l'intégralité de la parcelle. Donc en fait les espaces à traiter sont plutôt restreints pour les espaces, pour les jardins. Sur ces jardins, donc il y avait 3 thèmes. Il y avait un thème jardiné qui est en lien avec l'atelier, où des gens seront présents pour faire des ateliers justement avec le public sur du jardinage. Il y a eu une zone qui est plus dédiée à la lecture, et donc là on est sous l'arbre existant qui est conservé en cœur de projet, et donc en lien avec le plateau. Et il y a une zone enfin dédiée plus aux enfants avec des jeux. Donc c'est des espaces restreints, et ce qui nous semblait primordial sur le projet, c'était de rajouter bien évidemment la toiture
végétalisée du plateau pour... d'un point de vue écologique, bien évidemment, pour faire de la rétention d'eau pluviale, pour faire que notre projet finalement s'insère au plus possible dans l'îlot Sanglerie. En photo aérienne, on a un cœur d'îlot très vert, et donc on ne voulait pas que l'impact de notre bâtiment prenne l'intégralité de la parcelle. On voulait que ça se cantonne juste au parallépipède dédié au logement. Et donc le volume finalement qui dépasse de ces logements seront intégrés finalement dans le paysage du cœur d'îlot. Et ensuite, c'était aussi pour les logements qui donnent en R+1, R+2 à donner plein ouest, c'était de leur offrir aussi une vue très agréable et ne pas avoir une toiture technique ou une toiture zinc qui aurait pu avoir des effets plus néfastes pour les logements avec des effets de chaleur, alors que là, le végétal va venir vraiment jusqu'au pied de leur logement. Donc voilà. Donc la dernière image du projet, c'est celle vue depuis le cœur d'îlot, donc la façade ouest avec ses grandes parois vitrées. Et voilà. Donc, j'espère que la présentation vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été trop vite sur certains sujets ou peu clair? Il faut couper le micro pour les questions. Moi, je suis très content que vous ayez fait cette présentation aussi rapidement après le comité de pilotage où j'étais. Et je suis très content aussi que vous gardiez le bosquet d'arbres qui est à l'entrée, enfin des grands arbres qui vont mettre un peu de fraîcheur dans le parvis, là, c'est vraiment bien. Et que vous preniez en compte aussi l'énergie solaire. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, il y a une petite chose aussi, c'est sur la toiture végétalisée qui semble ne pas être accessible actuellement. Beaucoup de personnes auraient peut-être été aimées quand même, ils auraient bien apprécié qu'il y ait un jardin d'agrément qui puisse être fait dessus. Peut-être pas en totalité pour préserver les gens qui habitent dans les immeubles, mais peut-être avec un petit ascenseur, je ne sais pas, sur piston comme ça se fait maintenant, ou enfin un petit peu réduit, puisqu'il faudra bien que tout le monde puisse y monter. Ça serait vraiment apprécié en plus, si ça aurait pu être étudié. Voilà. Alors c'est vrai que sur le parvis, donc ce qu'on voit ici, c'est le bosquet d'arbres existant. Et sur le linéaire finalement planté sur toute la parcelle, c'est les sujets les plus intéressants. Donc c'est vrai. Donc ils font pas partie de notre parcelle, ils sont sur le parvis public, mais c'est très intéressant d'avoir travaillé ce parvis justement à cet endroit-là. Parce que ces arbres vont animer le parvis et vont surtout créer la protection solaire nécessaire à notre façade sud. Donc en effet, c'est un appel. Alors c'est vrai que si je reviens rapidement sur la vue, voilà, sur cette vue-là. Donc en effet, c'est très intéressant. Après, sur la toiture végétalisée, donc en effet, cette question nous a été remontée. Alors, ce qui est compliqué, en fait, pour tout vous dire, c'est que la toiture végétalisée, elle rentre également dans un calcul donc c'est le CBS, c'est le calcul du biotope lié avec le plume. Et donc cette toiture végétalisée nous permet d'atteindre justement ce CBS. Donc ça, c'est la réponse technique. Après, de venir rendre accessible cette toiture, ça ramène des points finalement qui vont être compliqués à traiter. Il y a tout d'abord, donc vous en avez parlé, c'est l'accessibilité. Dès lors qu'on crée un lieu, il faut qu'il soit accessible à tous. Donc il faudra y intégrer un ascenseur,
avec toutes les problématiques d'édicule, d'insertion de ces éléments techniques qui sont toujours, qui sont jamais simples à régler sur un espace extérieur. Alors il y aura toujours des solutions, hein, mais je dis pas qu'on va pas l'étudier. Et c'est une chose qui a été remarquée, comme c'était obligé de micro, quelqu'un qui n'avait pas enregistré. Et justement, là, dès lors qu'on va faire monter les gens sur cette toiture, il va falloir les protéger. Donc il y a toute une série de garde-corps qu'il va falloir mettre en place. Et sera vraiment un impact fort sur le bâtiment. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait, nous, c'était travailler sur des acrotères les plus bas possibles, avec également des formes de terre qui vont permettre, depuis l'espace public, de percevoir cette toiture végétalisée. Et enfin, on est sur une toiture qui n'est pas très grande, et il y a du coup la problématique d'interaction, ou en tout cas de gêne que pourra avoir cette terrasse vis-à-vis des logements. Parce qu'en fait, les logements ont leur petite terrasse qui donne sur la toiture, et donc il y aura forcément une distance à donner pour pas que les gens, le public qui monte sur cette toiture, ait la vue sur l'intérieur des logements. Après, en effet, dès le concours, on avait à cœur justement de donner, en tout cas de trouver une fonctionnalité aux toitures, mais plus à la toiture du R+2, pour que les gens puissent profiter finalement de la vue sur le parc. Juste pour répondre, je finis. Ça serait quand même très apprécié, parce qu'il y a eu beaucoup de... Voilà, je répète. Oui, bonsoir. Moi, je découvre votre projet puisque je ne fais pas partie du comité de pilotage. Donc, j'ai apprécié votre présentation, je vous en remercie. Je m'interroge sur les questions de sécurité, simplement. Je vois beaucoup de surfaces vitrées. Comment seront-elles protégées ? Première question. Et ensuite, l'accès donc par le parc, j'ai l'impression qu'il y a un accès accessible par tout le monde dans les petits jardins, dans les 3 espaces jardinés là, dont vous avez parlé. Est-ce le cas, ou est-ce qu'ils seront partie intégrante de la médiathèque et donc isolés de l'espace public, du chemin donc, qui longera l'EHPAD, s'il vous plaît? Alors, par rapport au vitrage, donc en effet, on a travaillé sur la simulation thermodynamique pour vérifier justement la quantité de vitrage qu'il fallait pour être le plus performant possible thermiquement. Et donc on a rajouté des allèges pleines à une hauteur de 70 cm. Donc ça va participer à la sécurité, à la protection des pieds, parce que c'est souvent en mur rideau, c'est souvent les pieds de mur rideau qui souffrent. Et il y a une particularité aussi sur la ville des Sorinières, quand on se balade ici, il y a beaucoup de ruelles où on retrouve, et devant certains bâtiments aussi, c'est de la végétation en pied. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité aussi mettre sur notre projet, parce que c'est vraiment une particularité du site. Et donc il y aura toujours une distance d'1 mètre, 1,50 m entre les espaces de parvis ou les espaces circulés et les façades vitrées. Donc il y a une distance donnée. Et ensuite, on est sur un vitrage qui est en rez-de-chaussée, donc qui sera forcément dans des normes de sécurité pour éviter d'être cassé. Ensuite, la deuxième question, c'était sur l'ouverture du jardin. Donc en effet, le souhait du programme, c'était que l'ensemble des jardins soit ouvert sur le parvis. Donc ça, c'est une donnée du programme. Donc il y a une ouverture pour que... En fait, l'idée, c'était un peu comme la transparence qui était souhaitée entre le parvis et l'équipement, c'est qu'il y ait également une ouverture sur les jardins.
Tout d'abord, moi je suis ravie de cette présentation. Bon, je l'avais vue un petit peu en comité de pilotage quand même. Donc pour moi, vraiment, je suis vraiment ravie de voir ce projet, ce beau projet. Je m'y vois déjà, je suis. Mais bon, je suis un petit peu quand même déçue et aussi en colère d'avoir lu dans une tribune que c'était un vieux rêve démesuré. Alors ce que je voulais dire ce soir, c'est qu'en fait on ne s'est pas levé un matin en disant « Tiens, si on faisait une médiathèque ». Donc c'est quand même quelque chose. Alors je ne pensais pas avoir un ego surdimensionné, mais en fait quand j'ai lu ça, je me suis sentie quand même un peu concernée et visée. Alors c'est vrai qu'en effet, en 2008, quand M. Couturier m'a chargée de la culture, on a mis en place un comité de lecture à la bibliothèque, et très vite, les bénévoles m'ont parlé d'une médiathèque, voici c'était bien, etc. Donc c'était pas à l'ordre du jour, bien évidemment, c'était un rêve prématuré, j'en suis bien consciente, et pas démesuré. Donc, M. Couturier m'a dit, puisque tu y tiens, commence à aller voir un peu. Donc, j'ai fait le tour des médiathèques qui se construisaient, des rénovations, parce que pourquoi pas, on aurait pu envisager également, de façon de calculer un peu, de faire une faisabilité du projet. Donc bon, c'est vrai que c'était vraiment un rêve pour moi, j'y croyais. En 2014, lorsque M. Couturier, on en a parlé, on a mis ça dans notre programme, alors là, je commençais à me dire, mon rêve devient peut-être quand même réalité. Je suis une grande rêveuse, je le reconnais. Mais lorsque j'ai vu Patricia Elias, adjointe à la culture, prendre ce dossier à bras-le-corps, accompagnée par Damien Grelier, j'y ai cru. Et j'ai bien fait. Et alors ce soir, moi, je suis comblée. Je termine ce mandat en beauté. Alors, je suis vraiment ravie parce que, en plus, toute l'équipe municipale majoritaire a soutenu ce projet. Donc, pour moi, vraiment, c'est une je suis vraiment très contente. Puis ce que je voulais aussi dire, c'est quand même une médiathèque. C'est vrai, c'est un lieu de culture, mais aussi c'est un lieu de rencontre et un lieu d'échange, ça qui crée le lien social. Donc, comme je suis adjointe aux affaires sociales, j'y suis encore plus attachée. Donc, je vais terminer parce que je sais qu'on va beaucoup en parler. Je voulais simplement terminer en disant « Vive la culture aux Sorinières ». Oh. Oui. C'est un beau projet qui mérite qu'on en parle quand même, un temps soit peu. Et déjà, par rapport à la présentation qui a été faite en comité de pilotage, je constate que vous avez tenu compte des échanges qu'on a pu avoir, ce qui a pu être formulé par les uns et par les autres. Donc c'est une bonne chose. Notamment, moi j'avais soulevé la question de l'identification et de la visibilité du bâtiment. C'est une question particulièrement importante. Tous les architectes qui sont appelés à construire ce type de bâtiment dédié à la culture savent pertinemment, et vous le savez, je ne vous apprends rien sur le sujet en tant que professionnel. J'ai pas du tout cette prétention, bien évidemment, mais c'est ce qui ressort. La visibilité est très importante en termes d'identification du bâtiment. Donc là, vous avez tenu compte de cet aspect des choses, notamment en ce qui concerne le dimensionnement de la signalétique. J'ai entendu que vous l'avez, comment on peut dire, c'est plus grand, enfin bref. Donc c'est une bonne chose. Sinon, moi j'avais une question. Alors le choix, et par rapport à ce qu'a dit Evelyne, notamment le choix d'implantation de la médiathèque, il est particulièrement important. Et notamment au regard de l'implantation des logements. Alors sur ce bâtiment, mais aussi à l'échelle de l'aménagement de l'îlot Sanglerie. On ne peut pas dissocier d'un côté, bien évidemment, l'implantation de la médiathèque, les logements qui vont de pair avec le projet, et la perspective future d'urbanisation du site. Donc l'implantation de logements, notamment dans ce bâtiment, mais au-delà pour l'urbanisation future, dédiée aux personnes âgées, aux personnes rencontrant des difficultés en termes de mobilité, les personnes en situation de handicap, eh bien c'est un choix pertinent parce qu'on a effectivement une bonne polarisation en termes de services médicaux, services médico-sociaux.
professionnels de santé, donc il y a une densification en termes de services qui est intéressante, parce qu'on sait très bien que, et c'est notre souhait, si on veut maintenir et favoriser le maintien à domicile, eh bien ça passe par une présence dense des services donc dans le périmètre d'implantation. Donc là c'est le cas. Moi je souhaite ajouter que il me semble important, au-delà de cet aspect des choses, qu'il y ait une attention tout à fait particulière, puisque vous l'avez évoqué dans la présentation que vous avez fait, un certain nombre de logements qui seront dédiés au public personnes âgées ou à mobilité réduite ou personnes en situation de handicap. Donc je souhaite qu'il y ait une attention tout à fait particulière qui soit portée à l'aménagement de ces logements dédiés, et qu'on aille, si c'est possible, beaucoup plus loin. Alors, à me répondre, oui, il y a les normes, donc on applique les normes. Alors, les normes, c'est quoi? C'est la largeur des portes, c'est toutes ces choses-là, enfin qu'on peut un peu évoluer au fil du temps et par rapport à la loi. Il me semble important, si c'est possible, d'aller plus loin. Vous savez, une personne âgée, pour illustrer concrètement mon propos, qui est seule, qui vit seule, le plus souvent, si elle est accompagnée par des professionnels de santé, notamment, ou des associations type partage de repas à domicile, c'est 2 visites. Hein. C'est parfois une visite le matin ou à l'occasion du repas ou dans l'après-midi, c'est tout. Et entre-temps, la personne est seule, en espérant qu'elle ait assez d'autonomie pour assurer ses déplacements en toute sécurité et de manière sécurisante à l'intérieur du logement qu'elle occupe. Mais je pense qu'il y a tout un tas de possibilités en termes d'aménagement qui contribuent à renforcer cette sécurisation pour la personne âgée. Et donc j'espère qu'on sera, je ne vais pas détailler ça ce soir bien évidemment, Damien va me dire c'est trop long, mais j'espère qu'on sera appelé en discuter, parce qu'il y a des opportunités précises en termes d'aménagement. Par ailleurs, je voudrais souligner aussi, parce que je partage ce qui a été dit précédemment par mes collègues, et je voudrais souligner le travail alors particulièrement important, particulièrement riche, qui a été produit pour arriver à cette présentation ce soir. Et au-delà du bâtiment, le bâtiment, moi je me refuse à ce qu'on ait stricto sensu une approche uniquement sous l'angle architectural. C'est-à-dire, c'est votre métier, mais vous l'avez dit aussi, parce que votre présentation me convient tout à fait. Au-delà du bâtiment, vous avez soulevé notamment la question moi ce que vous appelez ça troisième lieu, certains appellent ça tiers-lieu. Donc la vocation des médiathèques a totalement évolué au fil du temps. Donc c'est pas qu'un lieu, on vient chercher de la connaissance, du savoir. Dorénavant, c'est un lieu de rencontre et d'échange. Et donc cet aspect des choses est particulièrement important. Et le principe qu'on en ait tenu compte dans l'aménagement architectural du bâtiment, mais sur la base de l'élaboration du projet culturel, ça me semble une démarche absolument essentielle. Et vous la traduisez ce soir très bien. Merci beaucoup. Mais donc justement, il y a un point important que vous venez de dire. Donc moi, j'étais parti sur une phrase que j'avais retirée d'un blog qui avait été monté par Damien Grelier, justement. Donc je vais juste lire la petite phrase sur laquelle on s'est appuyé. C'est « Construire une bibliothèque, ce n'est pas d'abord monter des murs et réfléchir ensuite à ce qu'on va mettre dedans. Mais c'est surtout un petit travail de fourmi pour installer un service dans la ville, à la croisée des autres services, à la population, et contribuer à son échelle à la fabrique du lien social. » Donc on s'est appuyé sur cette phrase pour le projet. Merci de cette présentation. Je reconnais qu'elle était très claire, et c'est un beau projet que d'avoir une médiathèque sur notre commune, il n'y a aucun doute. Moi, les questions qui me restent encore non éclairées et éclaircies, c'est la typologie du bâtiment que nous mettons sur ce poumon vert. Depuis le départ, l'îlot de la Sanglerie a toujours voulu être un poumon vert, ou au moins c'est ce que l'on a partagé ici dans cette assemblée. Et quand j'entends que ce bâtiment couvre quasiment la totalité de la surface, ça m'interpelle. Ça veut dire qu'on profite d'un parc qui n'est pas le nôtre, qui peut être clôturé
comme bon lui semble. Et ça me pose déjà un premier problème. Deuxième élément, si j'ai bien compris votre architecture de bâtiment, donc R+2, plus attique, mais si j'ai bien compris, sur l'attique, il y a aussi un duplex. Non. C'est le duplex, c'est l'attique. D'accord. Donc ça fait R+3 sur une partie, mais pas sur la totalité, c'est ça. D'accord, ok. Je voulais m'en assurer, ce qui dimensionne potentiellement la taille des bâtiments que l'on va mettre sur cet îlot. Voilà, donc bien que vous ayez reculé cet attique pour ne pas le voir de la rue, je l'ai entendu d'une façon esthétique, il en demeure pas moins qu'on donne la dimension des bâtiments sur cet îlot également. Voilà. Donc ça veut dire que, et c'est dans la démarche globale sur cet îlot de la Sanglerie, où on a vu que le nombre de logements sur cet îlot était passé il y a 4 ans de 80 à 105, 110, je ne sais pas où on va atterrir exactement. On sait qu'il faut densifier puisque c'est proche du cœur de ville, aucun doute, mais on voit qu'on est dans une densification massive sur cet îlot qui, une fois encore, on souhaitait le garder comme un poumon vert. Voilà, donc là c'est dans la structuration du bâtiment en tant que tel. Voilà, je l'exprime, mais vous n'y êtes pour pas grand-chose, vous aviez un cahier des charges à respecter, donc il n'y a aucune ambiguïté, hein. C'est un commentaire global sur la démarche. Voilà. Erwan, je ne comprends pas. Au comité de pilotage, vous étiez là à 2, vous n'avez rien dit. Alors je ne comprends pas ce soir ton étonnement. Merci de m'ouvrir cette possibilité d'expression. En fait, au comité de pilotage, on a découvert cet unique projet puisque le choix avait d'ores et déjà été fait. Ça, c'est le premier choix. Donc, apparemment, il y a eu 3 projets de présentés, si j'ai bien compris ce que nous a expliqué Christelle. Et donc, on nous a fait part, il y a au dernier comité de pilotage, que le projet retenu était donc celui-là, et que nous pouvions juste aménager ce projet, mais que ce projet avait fait l'unanimité. Voilà, Christelle nous l'a redit. Je ne connais pas les 2 autres projets, je connais ce projet, je n'ai aucune idée des autres. Donc, à partir du moment où on me dit que ce projet est retenu, moi, représentant d'une minorité, j'écoute, et je ne peux pas faire grand-chose sur le choix qui a d'ores et déjà été fait. Éventuellement, sans faire le choix, faire des remarques. C'est ce qu'on demande quand on est dans un groupe de travail dans la construction, de partager pour pouvoir avancer. Et les seules remarques qui sont venues sont celles de la majorité pour faire avancer le projet. C'est tout. Le jury, sur le choix des trois projets restants, il était légalement posé. On n'a pas eu le choix de mettre qui ou quoi dedans. C'était le maire pour la commune, c'était la DRAC, parce que je vous le rappelle, 50% sera financé par eux, donc c'est quand même important qu'ils aient la main. C'était NMA et NMH, puisque c'est eux qui travaillent sur le projet, et c'était des architectes conseils. On était 7 à l'unanimité, on votait pour. Je pense que vous pouvez faire confiance, je pense. Mais Christelle, ne t'énerve surtout pas. Mon propos est le suivant. J'entends dans ta présentation que c'est un projet co-construit. J'entends dans ta présentation que tu étais la représentante pour pouvoir représenter les Sorinières. Moi, je pose la question simplement, mais c'est un projet pour les Sorinières ou c'est un projet métropolitain? Quand je vois les gens qui étaient autour de la table... Nantes Métropole Aménagement, Nantes Métropole Habitat, où sont les représentants des Sorinières? Ma question, elle est juste là. Il va falloir que vous appreniez, c'est peut-être certainement parce que vous n'êtes pas encore au courant, mais Nantes Métropole Aménagement, c'est pas Nantes Métropole. D'accord? J'y suis, moi, dans le comité de Nantes Métropole, je suis les Sorinières aussi. Il y a d'autres communes aussi qui sont dedans, qui font partie de la métropole. Nantes Métropole Habitat, c'est parce qu'avant c'était Nantes Habitat et qu'ils ont maintenant leur projet sur la métropole. Ça n'a rien à voir avec la métropole en tant que telle, institution EPCI.
Donc, arrêtez de mélanger tout. C'est de l'amateurisme, là. Bon, donc c'est certainement que nous avons besoin de pédagogie. Merci, Madame le maire, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème, Christelle, sur cette démarche, et je suis prêt à apprendre, il n'y a pas de problème. Je me permets juste, et je pense que tu l'as fait en introduction de ce conseil, de donner mon point de vue. Je pense que c'est ce qui fait avancer la démocratie, c'est d'échanger. Désolé de ne pas toujours être d'accord avec la majorité, je m'en excuse. Ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas, c'est déjà de partager votre point de vue. Et ce n'est pas que sur ce dernier comité de pilotage où on n'a pas vos points de vue, c'est sur toutes les commissions où on n'a pas votre point de vue. Votre point de vue, on l'a sur les tribunes et au conseil municipal. Voilà. Ça, c'est pas de la construction. On est plusieurs à vouloir intervenir, donc je veux bien intervenir pour, encore une fois, justement, puisqu'on est dans la co-construction que certains réclament, on la met en œuvre. Et ça a été précédé, ce projet, d'une très grande concertation avec les habitants, avec un panel citoyen, tout un boulot de co-construction, et ça, on sait le faire aux Sorinières. Je voulais remercier, justement, comme ça a été dit tout à l'heure, mais vraiment, les échos que j'avais eus du premier comité de pilotage et ce que vous portez aujourd'hui, on voit bien que vous êtes, vous avez présenté un projet qui a été l'objet d'une très grande concertation auparavant. C'est un projet ambitieux et on voit que vous êtes là en même temps à l'écoute des élus et de tous ceux qui veulent partager sur ce projet. Et je tiens vraiment à vous féliciter parce qu'en peu de temps, vous avez déjà eu l'occasion de changer votre projet sur un certain nombre de choses. Alors, je voudrais quand même confirmer ce que dit Christelle. Nantes Métropole Habitat est un bailleur social comme un autre. Ce n'est pas la métropole. Nantes Métropole Aménagement est une société dédiée, comme il y a sur notre commune, Loire-Océan Développement ou l'OMA qui intervient. Donc ne mélangeons pas les choses. Et enfin, sur la question du verre, alors là, vraiment, vous voulez toujours continuer à nous dire qu'il y avait un espace vert ici et qu'il fallait rien faire. Ben non, nous, la commune des Sorinières, et je rappelle les échanges qu'on a eus avec Evelyne depuis longtemps, nous avons comme projet d'avoir une médiathèque de notre ville, et il ne faut pas qu'elle soit à 2 km du bourg, il faut qu'elle soit auprès des écoles, auprès des équipements publics, il faut que cette médiathèque permette l'intergénérationnel sur l'espace dans lequel elle est construite, c'est-à-dire en relation avec les habitants. Et il y a sur votre plan tout à l'heure, vous voyez bien les chemins qui s'amorcent pour aller rejoindre les autres parties habitées de ce territoire. Et donc, je trouve qu'on est en plein dans une démarche qualitative à la fois sur le plan culturel et à la fois qualitative sur le plan du lien social. Les espaces verts, il y en a. En plus, c'est le premier projet de cette importance qu'on voit avec autant de végétal. Et ça me va très bien en tant que, vous ne savez peut-être pas, mais je suis vice-président en charge de la biodiversité, de l'eau, etc. à la métropole. Et donc, effectivement, c'est dans ce projet, je vois la réalisation, la mise en œuvre des nouvelles orientations du PLUM sur lesquelles on s'est engagé. Et donc, c'est vraiment une très belle réalisation qui se précise. Et donc, l'histoire du vert, mais il y en aura partout. Il y aura des espaces verts partout. Il y en aura sous les toits, il y en aura peut-être encore là-haut aussi. Vous avez prévu du photovoltaïque, ça aussi ça va dans le sens de développement, peut-être, vous allez réfléchir. Mais bon, c'est une demande qui a été formulée, qu'elle soit étudiée. Donc je crois que ce projet, il est vraiment dans le sens dans lequel il faut aller quand on prévoit un aménagement pour une commune. Voilà. On en parlera tout à l'heure peut-être pour les finances, mais on verra ça après. Oui, bonsoir. Alors moi, je suis très agréablement surprise de ce projet parce que bon, c'est pareil, j'avais entendu parler un petit peu du comité de pilotage et je découvre un projet qui me paraît assez harmonieux. Parce que moi-même, l'histoire du plume, ça m'a posé tout un tas de questions. Comme beaucoup de gens, je me dis ah oui, est-ce qu'on va trop densifier ou des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même dans une région extrêmement dynamique au niveau économique, il ne faut pas l'oublier, et particulièrement, le département de Loire-Atlantique fait partie des départements même de la région qui est un des plus dynamiques au niveau économique. On a cette chance d'avoir un dynamisme économique important et avec la population qui vient avec pour travailler. D'ailleurs, il y a eu une présentation cette semaine, je peux vous dire, même par le préfet, du dynamisme de l'économie dans la région.
actuellement, on manque de manœuvre même. Hein, dans notre département, on a cette chance-là. Donc, obligatoirement, il y a plus d'habitants et on sait le manque cruel de logements qu'il y a. Habitants veut dire aussi équipement. Et je pense qu'il faut voir... Moi-même, j'y ai beaucoup pensé, parce que ça m'a beaucoup trotté dans la tête, cette histoire de densification, je suis comme tout le monde. Et je pense qu'il faut penser les espaces verts autrement. Moi, je trouve ça très bien que ces espaces verts ne soient pas accessibles personnellement. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des espaces verts qui ne soient pas accessibles aussi. Et je pense que peut-être que l'avenir, ce sera peut-être que les photos prises des villes dans 20 ans, ce sera peut-être que du vert que l'on verra, parce que tout sera végétalisé au-dessus, et le vert ne sera pas qu'au sol. Il sera vertical, il sera peut-être sur les toits. Je pense qu'il faut voir les choses vraiment autrement, et qu'il faut avoir une autre vue des choses, et peut-être que les logements, ils seront sous la couche de verre au lieu d'être au-dessus comme elle l'est actuellement. Je pense qu'il faut avoir une autre vue des choses et rester très ouvert. Juste, je réagis à ce que disait Erwan, moi. Ouais, je trouve ça dommage parce que c'est pas la première fois et vous avez l'occasion de vous exprimer en commission ou autre réunion de travail. Vous dites jamais rien. Et vous attendez le conseil municipal pour faire vos commentaires. Franchement, c'est pas constructif, quoi. Voilà, ça nous aide pas dans les projets. Mais bon, nous on se débrouille, on avance de l'autre côté. Et puis une petite précision, hein, alors moi j'ai pas une très très grande mémoire, mais il me semble que le R+2 attique, on l'a voté il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est absolument pas un scoop, hein. J'avais juste une remarque, ça fait le 2e projet majeur dans la commune, projet majeur, hein, qui est voté, enfin, qui justement ne donne pas lieu à un vote en conseil municipal. Et ça, je le regrette profondément. Oui, moi aussi je suis un peu surpris quand même des remarques qui sont faites. D'abord, je voulais vous remercier de votre présentation, elle est complète. Ça me fait plaisir. Moi, ça me réjouit même, hein, parce que moi aussi c'est à la fin de mon mandat. Et je regardais Christian Couturier tout à l'heure, et j'ai pris mes notes aujourd'hui, j'ai pris toutes mes notes que j'avais sur cet îlot Sanglerie. Depuis septembre 2013, on y travaille. Et tous les groupes étaient représentés. Tous. J'ai les noms. Donc, on va rigoler là. Hein. On va se marrer même, je vous le dis, moi. On va y aller. Alors, on a eu une réunion au mois de décembre 2014 et un compte-rendu le 17 février 2015 dans lequel j'ai les noms participé tous les groupes. Et je regarde un peu les conclusions, je regarde un peu les questions qui ont été posées et tout. Et jamais on a parlé des logements, jamais on a dit on veut pas de logement, jamais ça a été dit. Si je prends le compte-rendu de février 2015, il a surtout été question de stationnement. Mais jamais on n'a posé un problème des logements. Alors aujourd'hui, dire qu'on ne savait pas qu'il y avait des logements au-dessus de la bibliothèque, c'est un peu gonflé. Parce que depuis septembre 2013, on le sait. En 2014, on le savait. Il y a les comptes rendus. On le savait. Maintenant, on va aller un peu plus, on va avancer un peu. Commission Rubat du 20 juin 2018. On présente l'îlot Sanglerie. Et qu'est-ce qu'on dit au-dessus de l'îlot A de la médiathèque? Il est noté 20 logements. Ah, ne me dites pas que vous ne le saviez pas quand même. Ou alors, moi, j'ai pas de mémoire. Donc je garde les textes. Comme ça, je suis tranquille. C'est marqué, 20 logements au-dessus de la médiathèque. Ah, ne nous racontez pas d'histoire tout le temps comme ça. Et jamais, je rejoins tous les collègues ici, jamais vous n'intervenez dans les commissions. Jamais on vous entend. Hein, le principe, c'est baisser la tête et écrire et écrire. Mais jamais vous prenez la parole. Jamais. Alors je pense qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut dire les choses, dites la vérité, arrêtez de mentir. Ça nous fera du bien. Voilà. Oui, je vais juste répondre quand même. Pardon. Je vais juste répondre. Il y a quelqu'un autour de la table qui dit
personne ne savait qu'il y avait des logements au-dessus, là? C'est ce que vous laissez entendre, oui. Ah, non, ma question c'est, il y a quelqu'un qui l'a dit, André? Parce que je vois que tu es la deuxième personne autour de cette table à se mettre en colère, mais je pense qu'on n'a pas dit qu'on savait pas. Voilà, donc j'entends, mais bon, ok, j'ai entendu. Alors, on sait bien que vous ne vouliez pas de logement sur cet espace vert, vous venez de le dire tout à l'heure. Enfin bon, on ne va pas refaire l'histoire et puis reprendre tous vos écrits sur le sujet. Ce que je voudrais répondre, c'est à Michel, qui laisse entendre qu'il y a 2 projets majeurs sur la commune qui n'ont pas été votés ici. Oui, le contournement est un projet métropolitain, financé à hauteur de 15 millions d'euros actuellement, tel qu'il est prévu. C'est un projet de la métropole. Donc, nous avons ici travaillé toute la concertation voulue avec les habitants, enfin, etc. Et puis après, le vote final, c'est effectivement la métropole qui l'a fait. Ce projet-là, par contre, de médiathèque, eh bien, qui s'inscrit dans un projet global sur la Sanglerie, c'est au mois de juin, au conseil municipal de juin 2018, nous avons voté le traité de concession avec l'aménageur, notre métropole aménagement. C'est ce document-là qui nous engageait sur un certain nombre de logements et sur un projet de médiathèque. Après, ça, c'est la concrétisation et c'est la suite de ce traité d'aménagement. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel de France. Tout va bien chez nous. Oui, oui. Merci à vous. On vous libère.